Oriana Labruyère, avocate en droit du numérique et protection des données. Et Justine Cabanis, consultante en gestion des risques et DPO externalisés. Écoutez, bonjour et ravie de vous recevoir aujourd'hui sur Risk Intel. Alors, petite question, Oriana, dites-nous, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Pourquoi le droit numérique? Est-ce que c'était un effet d'aubaine avec l'entrée en vigueur du RGPD en 2018 ou une volonté d'entreprendre de long terme? Les deux. C'est-à-dire? Alors, en réalité, je suis issue d'une formation en droit des affaires internationales. Et ma passion pour le droit de l'Union européenne m'a conduite à très naturellement travailler sur les questions de transfert de données à l'époque de la directive. Et donc tout naturellement, quand le RGPD a été mis sur les tables de travail du Parlement, eh bien, je me suis intéressée encore plus à la question. Et quand il est rentré en vigueur, on travaillait sur une offre et on accompagnait déjà les clients à leur mise en conformité. Et en tant qu'avocate, est-ce que votre jeune âge a-t-il été un obstacle ou une force pour aborder des thématiques avec lesquelles les anciennes générations sont moins accoutumées? Je crois que c'est ni une force ni un obstacle, c'est un fait. Il faut faire avec et en l'occurrence ça m'a donné une liberté de ton, peut-être une liberté d'engagement, une plus grande liberté dans la manière dont j'appréhende les choses. Il est certain que lorsqu'on est face à, je dirais, d'anciennes générations et qu'elles ont un frein au changement sur notamment la numérisation dans les entreprises, il faut arriver à souffler ce vent de modernité, mais on peut être âgé et très moderne. Donc je crois vraiment que c'est pas une question d'âge. D'accord. Et vous, Justine, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mené en tant que consultante en gestion des risques à vous associer et à associer vos compétences à celles d'un cabinet d'avocats? Alors en fait, après un master en audit interne, j'ai rejoint un cabinet de conseil et d'audit en tant que consultante en gestion des risques. En 2017, on a commencé à aborder les problématiques de données personnelles et c'est là que j'ai rencontré Oriana dans le cadre du coup d'une offre transversale d'accompagnement de mise en conformité RGPD. Et donc à notre départ du cabinet, il a été tout naturel qu'on a continué à travailler ensemble. L'avantage d'associer les compétences risques et avocats, c'est surtout d'avoir une vision en fait très ciblée des risques pour pouvoir les couvrir en priorité, donc les zones de risque principales de nos clients. Et également l'avantage d'être avec un avocat, c'est de pouvoir avoir une vision complète en fait du cadre réglementaire et pas seulement spécifique sur le RGPD. D'accord. Alors c'est peu commun. Les avocats ont en effet souvent l'habitude de ne pas associer leur expertise à d'autres professions. Quelle synergie avez-vous pu donc développer? Justement, comme je le disais, en fait, cette synergie avocat-risque fonctionne très bien parce qu'on arrive à aborder en fait les zones principales de risque de nos clients pour les couvrir en priorité et donc d'avoir une vision complète du risque juridique et numérique. Et plus largement, ça nous permet d'être beaucoup plus opérationnels. Je ne vais pas dire que les avocats ont tendance à être un petit peu déconnectés parce que déjà ils m'en voudraient et puis parce que c'est faux. Mais il faut quand même avoir toujours en tête, et notamment quand on fait de la gestion des risques, le point de vue opérationnel. C'est-à-dire comment on va traduire opérationnellement la solution. Et avec Justine, c'est cet intérêt aussi, c'est l'intérêt de notre collaboration, c'est de dire oui, la loi empêche ou le RGPD bloque ou la loi Sapin vient encadrer telle ou telle mesure, comment on fait en interne et comment avec son regard organisationnel on arrive à donner une réponse qui est juridiquement correcte et qui est pragmatique et opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle va vraiment être appliquée dans l'entreprise. Il ne s'agit pas de créer de la documentation juste pour créer de la documentation, il faut que cette documentation elle ait une réalité concrète au quotidien. Sinon, on aura payé un avocat, ce sera bien, mais on perd largement en qualité et c'est un investissement qui pour moi n'a pas beaucoup de sens pour les entreprises. D'accord, donc c'est une force aujourd'hui. Ah oui, ouais. Ça c'est sûr. On se contredit beaucoup entre nous, on se challenge énormément. Et c'est comme ça qu'on arrive à apporter des solutions concrètes à nos clients. Exactement. D'accord. Et Oriana, comment appréhendez-vous le risque RGPD dans l'entreprise? Faut-il centraliser sa gestion dans une direction identifiée, comme la direction juridique ou direction des systèmes d'information, ou décloisonner l'approche pour interroger la conformité des processus de façon transversale? Ça va dépendre de l'organisation. Très clairement, je crois qu'il faut vraiment, pour le RGPD, avoir en tête que c'est un texte qui n'empêche pas, c'est un texte qui encadre, qui demande de rationaliser, c'est-à-dire d'agir avec raison. Et donc, ça va dépendre. Quand on a des structures qui sont très centralisées,
Il faudra sans doute centraliser parce que c'est le mode, la culture de l'entreprise et ça j'aime bien le répéter, le RGPD s'applique en fonction de la culture que vous avez dans l'entreprise et de votre activité. Il n'est pas un texte qu'on va déployer de manière identique chez chacun des clients. Bien sûr qu'on a une méthodologie, bien sûr qu'on a, je dirais, notre culture interne de la manière dont on appréhende certaines questions, mais en réalité, notre vision, elle vient toujours être confrontée par rapport à la culture de l'entreprise. Et c'est impossible pour moi de vous répondre alors c'est mieux de faire comme ci ou comme ça parce qu'en réalité ça va vraiment dépendre de la taille de la structure, de son activité, de sa culture interne, des équipes. Est-ce que vous allez avoir des équipes qui seront peut-être même dans une structure très centralisée vous pouvez avoir dans une filiale des gens extrêmement motivés sur le sujet et ce serait dommage de ne pas leur donner s'ils ont vraiment cet appétit. Donc c'est vraiment une étude et au cas par cas de l'organisation avant de déployer une conformité, je dirais, basique. Voilà. Et vous, Justine, au-delà du risque juridique, quel risque organisationnel pour les entreprises identifiez-vous lié au RGPD et à la cybersécurité ? Alors pour moi, la protection des données personnelles et la cybersécurité n'est pas un risque juridique, en tout cas pas uniquement. Ces sujets sont aussi très importants, par exemple, pour couvrir les risques de continuité d'activité. En effet, aujourd'hui, sans système d'information fonctionnel ou sans les données clients ou business disponibles, la continuité d'activité ne peut pas être maintenue. Il y a un deuxième risque aussi qui est très lié à la protection des données et à la cybersécurité, c'est le risque d'image. En effet, aujourd'hui, les Français sont de plus en plus sensibles à ce risque sur la protection des données personnelles. Je sais qu'il y a un sondage de l'IFOP, par exemple, en 2019, qui disait qu'il y avait 68% des Français qui étaient de plus en plus sensibles à ces thématiques. Donc, une problématique de cybersécurité ou un incident sur les données personnelles peuvent très vite entraîner une perte de la confiance des clients ou des salariés d'une entreprise et donc un risque fort sur l'image. Absolument. Et vous, Oriana, avec le recul dont vous disposez, pensez-vous que les entreprises et vos clients notamment ont pris la mesure du risque RGPD en matière de conformité et de cybersécurité? Sont-elles arrivées réellement à maturité aujourd'hui? Mes clients, oui. Les clients des autres, je ne sais pas. Et celles qui ne sont pas passées nous voir, je ne peux pas répondre pour elles. Je dirais que la maturité est en cours aujourd'hui. On le voit parce qu'il n'y a plus un seul appel d'offres qui aujourd'hui part sans ces questions données personnelles, RGPD, conformité, loi informatique et liberté. Donc il y a clairement une maturité qui est en train de se faire. Maintenant, est-ce que les réponses et la mise en œuvre est au rendez-vous? Là, il faudrait voir dans chacune des structures, mais je ne crois pas encore. Mais c'est en cours et c'est heureux. Voilà. Et vous, Justine, pouvez-vous nous décrire votre rôle de DPO externe? Quels sont les avantages par rapport à un DPO interne? Alors, en tant que DPO, on accompagne nos clients vraiment sur toutes les problématiques liées à la protection des données personnelles. Une fois le projet de mise en conformité terminé, donc qui est quand même une grosse mission en général, en fonction des tailles des entreprises, on peut les accompagner pour chaque nouvelle évolution de processus, nouveaux projets de nouveaux services ou de nouveaux produits qui intégreraient des traitements de données personnelles. Quant aux avantages à avoir un DPO externe, je dirais que l'externalisation permet de répondre en fait à 3 contraintes. La première contrainte, c'est le non-conflit d'intérêts, notamment en fait dans les PME où les salariés ont souvent des postes transversaux et donc il est difficile d'identifier une personne qui répond aux attentes du texte en termes de conflit d'intérêts. La deuxième contrainte, qui est la corollaire en fait de la première, c'est l'avantage financier. En effet, si au sein de votre entreprise vous n'arrivez pas à identifier une personne qui peut avoir ce poste de DPO, ça signifie qu'il va falloir embaucher une nouvelle personne, notamment, pour un poste de DPO, un cadre, et donc bien évidemment un salaire annuel d'un cadre est bien plus supérieur qu'un forfait d'externalisation de DPO. Et le troisième enjeu, c'est l'enjeu d'expertise. Bien évidemment, le poste de DPO demande une expertise juridique, mais pas que. C'est surtout via l'expérience en fait que les questions de données personnelles vont pouvoir se traiter. Et donc, avoir un DPO externe, c'est aussi une solution pour les entreprises qui vont pouvoir s'adresser à une personne qui aura forcément déjà vécu une situation similaire chez l'un ou l'autre de ses clients.
C'est un petit peu le principe d'avoir un third party. Exactement. Alors, et vous, Oriana, quelles sont les premières questions que doit se poser une entreprise lorsqu'elle souhaite mettre en place un projet comportant un traitement de données et quels sont les premiers bons réflexes à avoir? Alors, le premier bon réflexe, il est d'intégrer les bonnes personnes. Alors ça paraît idiot, sans doute, mais on ne fait pas un traitement de données dans son coin. Et donc quand on cherche à mettre en œuvre un nouveau traitement, parce qu'on veut intégrer une nouvelle solution ou parce qu'on veut développer un nouveau produit, il faut se poser les bonnes questions en mettant les bonnes personnes autour de la table, c'est-à-dire tout le monde. Pour moi, le bon réflexe quand on veut faire du traitement de données, c'est d'intégrer notamment les services informatiques, mais également la direction juridique, également la com, parce que tous les acteurs de l'entreprise sont impactés. Donc, avoir au moins une mini-réunion qui permet de faire remonter l'ensemble des problématiques de chacun, des contraintes de chacun, permettra dès le démarrage du projet, d'évacuer certaines contraintes qui sont parfois très bloquantes une fois qu'on a choisi le prestataire, qu'on a choisi la solution et que finalement on se dit on va le mettre en œuvre, ah en fait ça passe pas au niveau du système d'information, oups, et là on recommence. Ou bien ça passe pas au niveau des contraintes juridiques que l'on impose aux prestataires, oups, on recommence. Donc pour moi le bon réflexe c'est déjà celui-là. Ensuite quand on est spécifiquement sur un traitement de données, évidemment on invite à chacune des réunions et surtout la réunion préparatoire le délégué à la protection des données ou la personne en charge dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas être là pour mettre des freins, mais elle va soulever des questions auxquelles il faudra répondre. Donc l'idée c'est pas de dire on ne peut pas le faire, l'idée c'est de savoir où est-ce qu'on va avoir des questions et anticiper les réponses qu'on va pouvoir donner pour documenter, in fine, notamment les analyses d'impact quand on doit les réaliser. D'accord. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on est dans des entreprises, on s'aperçoit que les équipes ne communiquent pas, qu'elles peuvent avoir en fait des objectifs qui sont complémentaires, même des risques qui sont complémentaires, en tout cas qui se regroupent, et auxquels finalement aucun des deux n'est au courant, et ne se rendent pas compte finalement que leur activité peut impacter celui de leurs voisins. Il faut vraiment décloisonner et avoir une approche multidisciplinaire. Exactement. Il faut absolument décloisonner. Moi, j'ai tendance à dire que la direction juridique et la direction des systèmes d'information ont le même métier. C'est-à-dire que les deux directions gèrent du risque. Ils gèrent le risque de l'entreprise, il faut que ces directions se parlent parce qu'elles sont extrêmement complémentaires. La direction marketing, la direction communication ne doivent pas être laissées à l'écart parce que vis-à-vis de la direction des systèmes d'information, elles sont également complémentaires. Il n'est pas possible que les directions marketing et communication aujourd'hui, avec des textes comme le RGPD, la loi informatique et liberté et tout le package réglementaire travaillent dans leur coin. C'est absolument inconscient et dangereux pour l'entreprise. Et ces directions-là, elles ont un intérêt très important à travailler ensemble. Et puis derrière, il faut dire ce qu'il y a, il y a aussi un intérêt financier. Parce que lorsqu'on intègre l'intégralité des parties prenantes, bien sûr qu'on a un investissement en temps humain beaucoup plus important puisqu'on va avoir des gens dans un projet, ils seront plus nombreux en réunion, etc. Mais la réalité, c'est qu'on évitera d'avoir une multitude de services, une multitude d'applications ou de logiciels dans une entreprise. Et parce qu'on aura rationalisé et puis parce que la direction des systèmes d'information sera en capacité de dire eh bien, il y a telle solution qui existe déjà dans l'entreprise, peut-être qu'on peut le faire évoluer plutôt que d'en acheter une autre qui va être en plus une source de risque puisqu'on va ouvrir une autre porte potentiellement. Très bien, merci. Et donc, vous Justine, est-ce que pour vous le risque numérique est un risque comme un autre ? Pour moi, le risque numérique, c'est un risque opérationnel qui, du coup, touche l'ensemble des services de l'entreprise et qui ne doit pas être pensé par silo ou par cloisonnement, comme le disait Oriana justement. En effet, c'est un risque opérationnel très large et il doit être sous la responsabilité d'un comité de pilotage transverse à l'entreprise dans lequel il n'y aurait pas uniquement le RSSI et le DPO, mais bien l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Un point important, c'est que avant, le risque numérique se pensait surtout d'un point de vue technique. Aujourd'hui, c'est la sensibilisation des acteurs de l'ensemble de l'entreprise qui est la clé en fait, pour la couverture de ce risque. On voit en 2019, en cybersécurité, le risque principal était l'hameçonnage. Et ce risque peut être couvert uniquement par des séances de sensibilisation, de formation et des exercices type des fausses campagnes d'hameçonnage. Merci beaucoup Justine et Oriana pour toutes ces informations qui, je pense, vont être extrêmement intéressantes pour notre public qui sont friands de ces questions-là. Donc merci en tout cas pour votre intervention. Merci à vous. Merci.